La concentration est l'une des facultés humaines qui m'impressionne le plus. Je trouve fascinant que l'on soit capable de reproduire des combos sans aucun effort alors qu'ils nous ont demandé des heures pour être maîtrisés. Je trouve fascinant que certains joueurs puissent passer des jours et des nuits à s'entraîner sans se lasser par pure passion. Et je trouve encore plus fascinant ces histoires à la David contre Goliath où un joueur parvient à battre un autre bien plus fort quand tout était contre lui. Tout cela, c'est bien notre concentration qui le permet. Pourtant, avoir le contrôle dessus est complexe. Pour tout tournoi où vous vous trouverez parfaitement en phase avec votre jeu, il y en aura d'autres où rien ne sortira, où vos mouvements seront lents et votre esprit ailleurs, qu'importe votre état de fatigue. Si vous vous reconnaissez là et pour éviter que tout cela ne vous arrive, j'ai dans ma besace quelques astuces. Bienvenue dans Smash & Mind, une série de vidéos sur le mental dans Smash et dans la compétition en général. Avant toute chose, je tiens à rappeler que je ne prétends pas détenir la vérité absolue. Cela étant, vous trouverez toutes mes sources en description. Oh, et aussi, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous plaît. Bon, partons ensemble de bases solides. La concentration, telle que définie simplement, c'est l'application de l'effort intellectuel sur un seul objet. Ici, en jeu, dans un contexte de compétition, et donc dans un objectif de performance. J'insiste sur la notion d'effort, puisqu'elle est, selon moi, primordiale. Voyez la concentration comme sur un continuum. Plus vous serez concentré, plus cela nécessitera un effort et sera donc coûteux cognitivement. En un sens, une balance entre intensité et énergie dépensée. Et ce qui va vous permettre de fournir cet effort, c'est votre motivation, que plusieurs facteurs peuvent influencer. Je me trompe peut-être sur mon public, mais je suis prêt à parier que vous seriez sûrement bien plus concentré au premier round du bracket de l'UEFA qu'au premier round du championnat régional de Mahjong de Lot-et-Garonne. C'est là un premier facteur clé, le plaisir pris dans une tâche. Et je peux en réalité en citer plein d'autres. La fatigue physique, d'éventuelles distractions ou bien la perception faite de la réussite de la tâche par exemple. C'est-à-dire, qu'est-ce que la victoire vous apporterait. Dès lors, je vais vous proposer quelque chose. Visualisez votre concentration comme une batterie, un réservoir énergétique si vous préférez. Ici, je ne vais pas vous expliquer comment la remplir au maximum, non. Plutôt, comment optimiser son utilisation. Imaginez-vous sur Minecraft. Vous avez votre bois, vos outils, et vous voulez construire une maison. Avant de savoir comment chercher plus de matériaux, la première chose à faire est d'optimiser la création de la maison avec ce que vous avez déjà, n'est-ce pas? C'est sous cette même perspective que j'écris cette vidéo. Je vise à vous apprendre à être plus flexible et plus efficient avec vos capacités de concentration. Et pour ce faire, j'aimerais aborder 3 formes de concentration communes en compétition. 3 états pouvant être placés sur notre continuum, sur cette balance entre performance et énergie dépensée. En comprenant mieux les enjeux de ces états, vous serez en mesure de les utiliser comme des ressources et d'avoir un meilleur contrôle sur votre concentration. Et pour commencer, voyons ce que beaucoup de joueurs considèrent, à tort, comme un fardeau. L'autopilote. L'autopilote, ou pilote automatique, est un état attentionnel faible mais peu coûteux, où notre esprit divague tout en réalisant une tâche. Un exemple très célèbre est celui de l'hypnose de la ligne blanche. Un concept qui définit la capacité d'un automobiliste à conduire parfaitement sur une autoroute tout en prêtant son attention sur autre chose que la route et les voitures. L'autopilote est sous-tendu par ce que l'on appelle la mémoire procédurale, soit la mémoire des automatismes et des habitudes, ou, par abus de langage, mémoire musculaire. Lorsque vous préparez vos céréales le matin tout en réfléchissant à qui est le meilleur personnage de Sonic, c'est Knuckles by the way, vous êtes en autopilote. À force d'avoir répété la tâche tous les jours, vous êtes maintenant capable de la reproduire sans effort. Dans un jeu de combat, jouer en autopilote revient à jouer sans s'adapter, en utilisant des options fortes et maîtrisées de son personnage de manière cyclique et passe-partout. Admettons que je joue Sora. J'ai appris que mon neutral air était un outil particulièrement efficace et polyvalent. J'ai appris comment input le coup avec ma manette, comment me positionner pour qu'il gêne mon adversaire, et comment réagir si le coup touche. L'option n'est pas imbattable, bien sûr, mais puisque j'ai construit mon utilisation de celle-ci de centaines et de centaines de matchs où j'ai repéré qu'elle fonctionnait, la tâche de la contrer ne sera pas simple pour mon adversaire. Ainsi, je serai capable de jouer des matchs entiers ou des séquences de matchs sans même prêter attention à ce que je fais. Répétant cette boucle d'action tant que mon adversaire ne saura pas y répondre. Colin F. Kammerer, chercheur en neuroéconomie et en économie comportementale, nous apprend que les habitudes fortes, et donc l'autopilote, seraient marquées par une insensibilité à récompenser le changement. En gros, si ça marche, je continue sans réfléchir. Et vous vous en doutez, si j'agis sans faire attention à ce que je fais, je réduis ma dépense énergétique. En d'autres termes, je me fatigue moins. Noah Desmé, au travers de sa thèse de master, explique que les habitudes sont indépendantes de l'issue de l'action. Cela les rend rapides et efficaces, économisant du temps et des efforts. Décrit comme ça, l'autopilote semble être très intéressant, utile même.
Il permet une analyse globale du jeu grâce à vos acquis et en économisant de l'énergie. Pourtant, vous remarquerez beaucoup de compétiteurs s'en plaindre. Des « non mais j'ai perdu parce que j'étais en autopilote, c'est tout ». Et outre une légère mauvaise foi, on est en droit de se demander pourquoi pense-t-il ça. Comme je l'ai explicité, l'autopilote ne demande que peu de ressources attentionnelles. Cela lui vaut d'être associé, dans l'imaginaire collectif, à un état de fatigue où la performance est quasi impossible. Et c'est aussi un état jugé limité dans ce qu'il nous permet d'accomplir. L'autopilote, c'est, par nature, traiter moyennement bien l'ensemble des informations auxquelles vous faites face, mais aucune précisément. Et en un sens, c'est vrai. Si vous êtes bloqué dans votre autopilote, vous vous ferez fumer face à un joueur meilleur ou du même niveau que vous. Car vous continuerez de balancer votre option forte et maîtrisée en jeu, quand bien même votre adversaire vous a démontré qu'il savait la contrer. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que la communauté n'aime pas les joueurs qui, entre gros guillemets, bourrent. Ce sont des joueurs qui usent beaucoup de leur autopilote. Et cela frustre car, soit on se sent bête de perdre contre quelqu'un qui n'est pas à fond, soit on ne se sent pas récompensé de battre quelqu'un qui n'est pas à fond. Pourtant, cette perception-là de l'autopilote ne me semble pas pertinente, et j'aimerais vous amener à la considérer différemment. Plus exactement, comme une force plutôt qu'un fardeau, en vous exposant plusieurs raisons de passer consciemment en autopilote. Raison numéro 1, pour réaliser vos combos. Et c'est un usage que vous en faites déjà, j'en suis sûr. Oh my god! Je sais qu'à partir du moment où je trouve mon E-pair de Mario à 30, ma bombe de Toon Link à 60 ou mon down tilt de Greninja à 100, je n'ai pas besoin de conscientiser la suite. Action, réaction, j'enchaîne sans réfléchir et boum, t'es mort. C'est bête, mais c'est pour cette raison que les suites de coups classiques et les setups, on parlera de bread and butter, sont les premières choses à apprendre en découvrant un jeu de combat ou un nouveau personnage. Cela soulage énormément nos fonctions exécutives, notre mémoire de travail, et nous permet de vite concentrer notre apprentissage sur autre chose. Raison numéro 2, admettons que vous maîtrisiez les bases du jeu. Vous rencontrerez forcément des joueurs moins bons que vous. En situation de tournoi, il y a de grandes chances que vous rencontriez ces joueurs lors de vos premiers tours. Si le gap de niveau est assez élevé, vous serez en mesure de gagner ces matchs tout en restant en autopilote. En bref, l'autopilote vous permet alors de garder votre énergie pour des matchs plus complexes tout en remportant vos premiers avec un minimum d'effort. Ainsi, un grand aspect de l'endurance en tournoi, c'est savoir utiliser son autopilote au bon moment. Les top players passent parfois des runs entières en autopilote pour être prêts pour les finales. Cette vision des choses peut sembler rustre et sembler ne pas respecter l'investissement de ses adversaires, mais je ne le vois personnellement pas comme ça. J'estime que tant que le meilleur joueur considère l'autre joueur moins bon et est en mesure de l'aider après le match, il ne lui manque pas de respect. Et raison numéro 3, l'autopilote permet de se reposer, tout simplement. Jonathan Smallwood étudiait le réseau neuronal en activité lors d'autopilote, le Default Mode Network. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est qu'il le décrivait comme le réseau du repos, le réseau du rêveur. Je pense que l'aspect qui me gêne le plus derrière le fait de culpabiliser l'utilisation de l'autopilote, c'est qu'on en oublie d'être humain. J'estime que ça fait partie du plaisir d'être compétiteur que d'être en mesure de faire de belles choses avec un minimum d'effort. Exactement comme ce serait le cas pour un pianiste chevronné qui joue des morceaux maîtrisés pour son simple plaisir. Alors, soyez des sucres avec vous-même et laissez-vous bourrer si le cœur vous en dit. Toutefois, si l'on revient dans une perspective de performance, de tryhard pur et dur, je dois adresser de nouveau la problématique majeure de l'autopilote. Comment en sortir lorsqu'il n'est plus pertinent? Lorsqu'une analyse globale et simple de la situation ne suffit plus pour gagner. Le travail d'Ileana Prieto dans son article sur les bienfaits de l'autopilote m'amène à penser qu'il s'agit avant tout d'une chose. Venir porter volontairement son attention sur des stimuli nouveaux. En d'autres termes, repérer d'éventuels changements dans sa routine, et si changement il y a, chercher à les comprendre. Si je reprends mon exemple du bol de céréales le matin, j'arrêterai mon automatisme d'action, ma routine, si je remarque qu'il n'y a plus de lait dans le frigo, ou s'il n'y a plus de frigo dans le lait. Eh bien dans Smash, c'est pareil. Le moindre changement dans ma routine devrait m'inciter à basculer vers un mode de concentration de plus haut niveau. Dès lors, notez-le bien, si vous vous trouvez dans ce scénario où votre autopilote ne marche plus, cherchez ce qui a changé, ce qui est nouveau. Ainsi, vous garderez l'avantage du faible coût de l'autopilote tout en étant prêt à basculer sur un autre mode de concentration. Tout cela semble étrangement simple, je sais, mais voyez-le comme une règle universelle. Votre travail est de l'adapter à chaque contexte et d'y apporter une analyse pertinente de la situation. Si problème il y a, repérez un changement. Si problème il y a, repérez un changement. Si problème il y a, repérez un changement. Pourquoi mon air de Sora n'est pas passé cette fois? Ah, parce que mon adversaire a reculé et est venu me bourlinguer avec une dash attack en landing. Je dois prendre en compte cette option. Pourquoi mon boomerang de Link n'a pas fonctionné, alors que j'étais placé comme d'habitude?
Ah, parce que le perso en face a une range différente de la norme, etc. etc. En outre, il est tout à fait possible d'entraîner son autopilote, particulièrement lorsque l'on reconnaît qu'on l'utilise, lorsqu'on le conscientise. À force de pratique, vous serez non seulement capable d'intégrer des routines d'action, mais aussi de la reconnaissance de situations dans vos habitudes de jeu, les rendant donc de plus en plus pertinentes. Mais voilà, se pose maintenant une autre question. Que se passe-t-il lorsque je reconnais un obstacle et que je dois sortir de ma zone de confort pour m'y adapter? Comment aborder le problème? Décrivant originellement un trouble de la vue consistant en un rétrécissement du champ visuel, la tunnel vision, ou vision de tunnel, désigne une certaine fermeture d'esprit, ou, dans notre cas, une concentration ciblée sur un point précis. On parle aussi d'hyperfocus. Sur notre continuum, cet état attentionnel se trouve à l'opposé de l'autopilote, une concentration extrêmement intense, mais particulièrement coûteuse. Par exemple, admettons que je joue contre un banjo sur Smash. Je peux être amené à me concentrer spécifiquement sur son side B qui me tue à 60, le Wonderwing. Cela dit, le désavantage de la Tunnel Vision, c'est qu'en se concentrant sur un point précis, on omet une analyse d'autres aspects du jeu. Je ne pourrais pas me concentrer sur le side B de banjo et sur tous ses projectiles, par exemple. Et ça peut me porter préjudice. Prenez comme métaphore le focus d'une caméra. Si je veux prendre en photo un pétrel flânant au-dessus des falaises côtières réunionnaises, la mise au point nécessaire s'apparente à cette Tunnel Vision. Maintenant, admettons que je souhaite prendre un panorama plus large, incluant arbres, plages, habitations baignées dans les rayons du soleil, etc. Alors, le focus sera plus global, mais aucun élément ne recevra un traitement spécifique et précis. Ce sera exactement comme de l'autopilote. Être en mesure de traiter un élément de manière détaillée et précise fait de la Tunnel Vision un outil clé du compétiteur. Mais cette non-polyvalence, si j'ose dire, fait qu'il n'est pas rare non plus d'entendre les joueurs la critiquer et se reprocher d'avoir été trop focus sur quelque chose. Comment alors parvenir à gérer différents obstacles, faire face à différentes menaces en jeu? C'est très simple, vous devez aborder un problème à la fois. Selon Noah Desmet de nouveau, le changement d'une concentration globale à une concentration locale plus précise est lié au passage d'une situation logique et cohérente à une situation complexe et incohérente. Dès lors, puisque la Tunnel Vision est intimement liée à une difficulté rencontrée par le joueur, ne vous attendez pas à la résoudre tout de suite. La première chose à faire si vous vous trouvez en péril, c'est de distinguer si le problème est spécifique ou, en réalité, multiple. Malheureusement pour nous, il est bien plus souvent multiple, et on a tendance à sous-estimer l'importance de certains facteurs en lieu et place d'un seul. Par exemple, la première fois que j'ai affronté un bon Kazuya, je me suis pris un Electric Winged Fist et peut-être avoir une autre solution et le backer qui va être extrêmement bien trouvé. Bon, c'est un problème, mais rien de bien grave. Je vais essayer de camper un petit peu pour ne pas interagir. De son côté, attention le B, et on voulait encore une fois se réfugier sur cette plateforme. Bon alors, peut-être que je peux foncer dans le tas moi aussi et on verra qui est qui. On va sortir quand même le grab, et non, est-ce que ça va prendre le kill? Voilà. C'est les combos, les classiques, ça fait extrêmement mal. Ok, prenons les choses une par une. La limite inhérente de la Tunnel Vision est liée à la limite de nos capacités humaines elles-mêmes. Nous ne sommes pas capables de traiter en profondeur plusieurs éléments en même temps. Ainsi, vous ne devriez pas vous reprocher d'avoir manqué quelque chose en vous étant concentré sur une autre. Nous le faisons tous. Si un problème vous pèse, la solution se trouve très souvent en prenant du recul, en lâchant la caméra et en vous demandant « qu'est-ce que j'ai envie de filmer ?» d'analyser en premier. Un match de Smash, comme un problème mathématique ou un plat à cuisiner, c'est comme une boule de nœud que l'on cherche à démêler. Tirer sur n'importe quel fil ne vous permettra pas d'y parvenir. Mais l'observer et identifier quels fils sont lâches, oui. Si je reviens sur mon problème de banjo, certes son side B est un problème très apparent. Je meurs à 70, je me sens bête, ça m'agace, mais pourtant ce n'est pas le problème à traiter en premier. En cherchant à tout prix à l'éviter, je me crispe, ne bouge plus, et m'expose parfois plus à d'autres choses. Non, le réel problème, c'est que j'ai du mal à me déplacer, appréhende mal ses projectiles, et m'expose avec des mouvements confus et prévisibles. C'est sur ce problème, arriver à gérer ces projectiles, que je dois me concentrer premièrement. Parvenir à se décentrer d'un problème pour en identifier un autre n'est pas évident. Mais cet exemple me semble également évocateur d'un état de fait qui va pouvoir nous aiguiller. Il est bien plus simple de prendre du recul lorsqu'on joue le sourire aux lèvres qu'en étant frustré et en pestant sans cesse. Shinichi Furuya et son équipe ont étudié la tendance à l'erreur chez des musiciens lorsqu'ils étaient sous pression.
Ils ont fait passer un questionnaire à plus de 300 pianistes professionnels. Et je pense pas besoin de vous faire un dessin, jouer sous pression instaure des dispositions émotionnelles intenses. Stress, peur d'échouer, frustration et j'en passe, ils sont presque normales. Et justement, de leurs études, ils ont d'abord identifié que, sous pression et désireux de jouer à leur meilleur niveau, les pianistes avaient tendance à se concentrer très fortement sur l'action motrice de leurs mains et leur technique de jeu. Or, ces éléments étaient déjà acquis et automatisés, se concentrer dessus augmentant le risque d'erreur. Il s'agit bien là de la tunnel vision. Ils se concentraient sur un aspect évident, je veux bien jouer donc ma technique doit être au point, mais ils en omettaient les réels aspects en jeu, à savoir laisser leurs émotions parler, s'exprimer musicalement, s'adapter au contexte de la performance, etc. Si vous voulez comparer ça spécifiquement à Smash, ce serait la même chose qu'un joueur qui sous-performe car il a peur de faire des miss-inputs. Ce qu'on en conclut, c'est cette vérité que je ne peux pas vous cacher. Plus vous serez sous pression en tournoi, plus vous aurez du mal à prendre du recul. Cependant, ce n'est pas impossible, et la capacité à prendre du recul sous pression est, selon moi, liée à de nombreux facteurs, notamment en lien avec vos objectifs et avec votre perception du jeu. Admettons que vous ne visiez que la victoire, coûte que coûte, sans accepter la défaite. Alors oui, vous aurez tendance à mal percevoir les enjeux du match et à vous saboter tout seul. Mais si vous cherchez avant tout à apprendre, prenez du plaisir sur le jeu, prenez des pauses aussi qui vous rappellent que finalement ce n'est qu'un jeu, alors votre capacité à prendre du recul s'améliorera. Bref, si vous deviez retenir une idée de cette vidéo, c'est celle-ci. Qu'il s'agisse d'autopilote ou de tunnel vision, voyez-les comme des ressources. Essayez au maximum d'être conscient de quand vous les utilisez pour orienter votre utilisation de ceux-ci vers les situations où ils sont le plus pertinents. C'est en vous entraînant à cela que vous pourrez prendre le contrôle sur votre concentration. Toutefois, il me reste un état de concentration dont j'aimerais vous parler. Je vous invite à réfléchir à la meilleure performance que vous n'ayez jamais réalisée, qu'il s'agisse d'e-sport ou non. Vous étiez sûrement au maximum de votre concentration. Un temps où plus rien n'avait d'importance pour vous. Vous visiez la victoire et saviez comment l'atteindre. Vous aviez une vue d'ensemble, compreniez tout, réagissiez parfaitement. Vous étiez heureux au maximum de votre forme et avez réussi ce que vous vouliez atteindre. Vous étiez dans la zone. La zone ou état de flow, c'est l'état de concentration parfait, alliant les avantages de l'autopilote, de la tunnel vision et plus encore. Un état où votre jeu est optimal, où vous perdez la notion du temps et êtes parfaitement connecté avec ce que vous faites, dans un état d'euphorie indescriptible. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la zone dans des œuvres de fiction comme Kuroko's Basket par exemple, mais il s'agit d'un concept bien réel, originellement défini par le chercheur Mihaly Csikszentmihalyi. Il le décrit ainsi. Le flow, c'est être complètement investi dans une activité pour soi-même. L'ego se perd, le temps file, toute action, mouvement et pensée suit parfaitement la précédente. C'est comme jouer du jazz. En quelques mots, c'est ne faire plus qu'un avec le jeu. Décrit comme ça, le flow a presque l'air magique. Il ne fait pas sens au vu des limites de l'autopilote et de la tunnel vision évoquées plus tôt. Pour le comprendre, il faut s'imaginer que notre contrôle attentionnel est géré par différents réseaux cérébraux. Par exemple, une zone s'occupe plutôt du traitement global de l'information et une autre du traitement local. En temps normal, ces différents réseaux sont dans une lutte constante pour le contrôle attentionnel, puisque la nature de l'information n'est pas perçue clairement. On parle de conflit motivationnel. Dans le cas du flow, c'est l'équilibre parfait. Aucun conflit, le traitement est alors optimal, sans stress et sans effort. Le footballeur Pelé décrivait d'ailleurs après certains de ses matchs ce sentiment de ne pas avoir besoin de faire d'efforts. J'ai eu l'impression de pouvoir courir une journée entière sans fatigue, de pouvoir dribbler à travers toutes les équipes ou à travers tous, que je pouvais presque leur passer à travers physiquement. Cependant, malgré tous ces avantages, le flow est un état particulier. Il ne s'agit pas d'une ressource auquel vous pouvez volontairement accéder. Mais alors, dans ce cas, comment l'atteindre ? Tout est une question de contexte. Vous devez être dans les bonnes conditions. Susan A. Jackson a identifié différents facteurs clés auprès d'athlètes de haut niveau, différentes conditions qui maximisent vos chances d'atteindre le flow. Laissez-moi vous les présenter. Tout d'abord, être motivé à performer. C'est vraiment le plus important. Et atteindre un niveau élevé de motivation revient au concept de zone de boucle d'or, à savoir que la tâche effectuée doit être ni trop simple, ni trop difficile. En somme, un parfait défi. Ensuite,
atteindre un niveau d'excitation maximal pendant le jeu, c'est-à-dire être parfaitement investi physiologiquement dans le jeu, mécaniquement si vous voulez. Puis, prendre du plaisir et de la satisfaction dans la performance, bien sûr. Ensuite, avoir un plan de jeu établi et préparé à l'avance. Admettons dans Smash une connaissance fine du match-up qui éviterait de devoir traiter de nouvelles difficultés en jeu. Être préparé physiquement de manière optimale et se sentir prêt. Cela revient à une bonne hygiène de vie, qu'il s'agisse de sommeil, de nutrition, etc. Avoir un environnement positif et des facteurs situationnels optimaux. Cela pourrait être jouer un match important dans sa ville contre un outsider, être bien entouré, ou encore être encouragé, par exemple. Être confiant et positif, et enfin, avoir de l'expérience. Ce que j'aime dans cette description, c'est qu'elle décompose un état complexe et semblant inaccessible en petites clés simples et plus ou moins accessibles. Vous ne pouvez pas décider sur commande d'être dans la zone, mais vous pouvez vous préparer de sorte à optimiser vos chances d'y être. De même, cette perception de case à cocher est adaptative au niveau des joueurs. J'aime me dire que le T1 loser de 2 joueurs qui débutent peut être aussi intense pour eux que la grande finale du tournoi, pour peu que ceci ait un niveau similaire et soit dans les bonnes conditions mentales en jeu, motivé, confiant, etc. Comme j'aime beaucoup le faire en préparant mes vidéos, je vous ai demandé de me partager sur Twitter votre expérience personnelle, en vous posant la question posée plus tôt, de vous remémorer votre plus belle performance de tous les temps, et comment vous vous sentiez à ce moment-là. Et en lisant vos réponses, j'ai pu retrouver tout ce que j'ai pu décrire. C'est fascinant. Au maximum de votre concentration, vous aviez perdu la notion du temps. Vous étiez prêt à vous battre jusqu'à gagner le tournoi, tout en étant calme, heureux, détendu, tout en prenant du plaisir. Vous ne perceviez plus les obstacles, étiez comme une boule de nerfs capable de réagir parfaitement à tout. Presque comme si vous n'étiez plus un compétiteur jouant son personnage de cœur dans un jeu de combat, mais le personnage lui-même. Ce qu'il y a de particulier autour de cette expérience de l'e-sport, c'est qu'elle est éminemment sociale. Compétition oblige, vous jouez pour battre autrui. Une rencontre entre deux joueurs, c'est un affrontement d'ego, une lutte où vos objectifs respectifs sont en conflit. Cela peut créer une hargne de vaincre, qui fait vivre aux joueurs une motivation de gagner presque insensée. Mais pas que, vous vous battez pour rendre vos amis fiers, pour impressionner des joueurs de tous les horizons, pour prouver votre valeur, et j'en passe. Et souvent, le moment où les joueurs parviennent à atteindre la zone est lorsqu'ils sont le plus proches de tomber dans le gouffre, à la frontière de la défaite. Un set qui s'éternise et se serre de plus en plus? Une rencontre entre deux rivaux? Ou encore une loser run? Et j'aimerais insister sur cette dernière. Cette situation où vous avez perdu le bracket du winner, mais qu'il vous reste une chance avec celui du loser. Parfois, dans des mauvais jours, vous lâcherez, penserez qu'il est trop tard. Parfois, vous tiendrez quelques sets, curieux d'avancer mais pas convaincu d'y arriver. Et parfois, vraiment, parfois, vous vous poserez et vous direz, perdu pour perdu, autant tout lâcher. Et, ironie du sort, parfois, ça marche. En voyant ce moment historique où un top player se fait battre très tôt en winner et arrive tout de même à remporter le tournoi après avoir outrepassé le plus terrifiant des brackets, j'aime me dire qu'il avait simplement lâché prise. Connaissant son objectif, sans trop y penser, la claque d'un premier échec lui a permis de se laisser s'exprimer naturellement, sans complexe, et sa confiance au maximum, il a atteint sa zone et a gagné. En réalité, je vais être franc, il est dur de vous expliciter clairement comment atteindre la zone. Si je le pouvais, la constance des top players en serait décuplée, et en un sens, le jeu perdrait sa magie. C'est être dans la zone qui permet d'outrepasser des joueurs meilleurs que soi. Vous êtes là, ici et maintenant. Et s'il ne parvient pas à stopper la furie, le train en marche, eh bien, tant pis pour lui. Réussir à l'atteindre, c'est comme débloquer son ulti, ou comme Zelda qui éveille ses pouvoirs dans Breath of the Wild. C'est la surprise du chef, et on ne le comprend vraiment qu'après coup. Si vous souhaitez vraiment l'atteindre, cela dit, j'ai tout de même un conseil à vous donner. Persévérez. Continuez de travailler, de jouer, de pratiquer, d'apprendre à vous comprendre, à comprendre le jeu et les autres joueurs. La motivation est la première brique que vous n'avez qu'à poser. Et à bien des moments au cours de votre voyage, vous atteindrez cet état de transe. Vous obtiendrez votre ulti, votre plein potentiel. Et croyez-moi, je serai très fier de vous. Résumons tout ce qu'on a vu. Pour optimiser ma concentration,
Je vais utiliser l'autopilote dans des situations de début de bracket où je suis assuré que mon plan de jeu simple fait l'affaire, de façon à rester en forme pour la suite, ainsi que dans des séquences de jeu où je n'ai pas besoin de m'adapter à mon adversaire, comme mes combos ou certaines séquences d'avantage. Je vais utiliser la Tunnel Vision si je repère un changement qui m'empêcherait d'utiliser mon autopilote. Je viendrai alors me concentrer sur une option ou un problème qui me gêne précisément, tout en cherchant à prendre du recul, toujours en me demandant « n'y a-t-il pas un autre problème à traiter en priorité ?» Si j'applique tout ça, j'économiserai beaucoup d'énergie et aurai un meilleur regard sur mes performances après coup. Et enfin, devant un défi, et si je suis dans les parfaites conditions personnelles et situationnelles, je vais réussir à atteindre l'état de flow, à rentrer dans la zone, la cerise sur le gâteau de ma concentration. J'espère sincèrement que ces conseils vous seront utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je ne m'attarderai pas sur l'outro, mais abonnez-vous, likez, partagez, c'est vraiment très important pour moi. Et en attendant la prochaine, prenez bien soin de vous.